Occasion pour la mairie, mais je laisserai Franck Villeneuve vous en dire plus, eh bien de se nourrir des réflexions, des propositions que les concitoyens peuvent émettre sur ces questions de l'habitat, du logement, pour lesquels, effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'interrogations, mais aussi, pourquoi pas, des propositions. On aura d'ailleurs un témoignage intéressant dans la salle tout à l'heure. Mais je vous dis juste un petit mot sur la façon dont les choses vont se passer, Franck. On a 3 experts, je vous les présenterai tout à l'heure, avec lesquels je vais échanger pendant une vingtaine de minutes avec chacun d'entre eux, 20 minutes et pas une de plus, vous êtes prévenus. Et ensuite, questions-réponses avec vous tous. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à émettre des propositions. C'est tout l'esprit des ateliers débats. Franck, je vous laisse ouvrir cette première édition. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Donc tout d'abord des remerciements, bonsoir à tout le monde, des remerciements pour vos présences, d'être là, c'est très sympa, je vois qu'il y a beaucoup d'élus et ça c'est très bien, je vous en remercie, des Gimontois, même quelques extérieurs, j'ai vu Dany qui est au fond là-bas, qui ne se fait pas repérer, mais elle est là-bas. Je voudrais remercier particulièrement M. Serge Campagnol, qui est le directeur du Toit familial de Gascogne. Il était dans ces murs tout à l'heure. C'est un lieu qui lui appartient et il a eu la gentillesse de répondre à notre demande d'utiliser ce lieu pour vous le faire visiter, pour que vous puissiez y rentrer. Voilà, donc c'est un paysage tout à fait particulier. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de le visiter. Remercier nos experts, Anaïs Comet, Philippe Brett et Isabelle Cousin, que vous découvrirez individuellement. Chauvin, pardon, excuse-moi. Effectivement. Merci de me rattraper, Bruno. Alors, ce sont nos experts, car pour arriver à discuter avec vous, dialoguer et partager sur des sujets, il faut quand même des spécialistes pour vous alerter, pour vous informer. Donc, on a invité ces personnes-là. Je remercie particulièrement aussi l'école d'architecture, avec ses étudiants et ses enseignants. Manas Biti, qui est prof d'architecture à l'école de Toulouse. On a l'honneur de vous recevoir et il faut savoir quand même que la commune de Gimont est depuis 2 ans terre d'expérimentation pour l'école d'architecture de Toulouse. C'est un grand honneur pour nous, puisque on voit régulièrement déambuler des jeunes, futurs architectes. Elle est accompagnée, Madame Sbiti, d'une nouvelle architecte, elle est toute jeune, fraîchement sortie des études. Donc vous verrez au travers des salles sur ce site, dans ce site, des maquettes, vous verrez des plans, vous aurez des projets qui nous font rêver, qui font du bien de voir que il y a des penseurs qui nous arrivent et qui nous bousculent un peu. Alors, il y a des sujets intéressants, notamment sur la Logra, entre autres. Hein. Les autres sont intéressants, mais j'ai regardé plus particulièrement celui-là. Ça fait réfléchir et ça fait rêver. Donc merci beaucoup pour ça. Et ne pas oublier aussi qu'à partir de demain, c'est la semaine de l'architecture. Donc c'est un beau clin d'œil que d'être venu nous honorer de votre présence. Alors maintenant, pourquoi nous avons souhaité vous proposer ces ateliers débats Imaginons et Gimont? Alors, c'est une série de rencontres, c'est la première, effectivement, il y en aura d'autres. Le sujet aujourd'hui, c'est l'habitat et le patrimoine. D'autres sujets seront proposés, tels que la sécurité, les associations et d'autres, éventuellement. Ils ont pour but de vous donner, de vous informer, ils ont pour but de dialoguer et de partager les sujets qui nous importent et qui nous préoccupent. Au travers des informations que l'on peut donner, on peut aussi rassurer, parce qu'on n'est pas quand même dans un développement extraordinaire, tout est lent quand même, il y a une inertie importante, donc il ne faut pas trop s'affoler, mais il faut quand même se préparer et vous informer. Et en même temps, au travers des informations que vous recevez, nous alerter, nous dire, tiens, moi j'ai un problème, alors pas le problème du trou sur la rue sur le sujet, mais qu'en est-il de tel bâtiment qui est en cours de reconstruction? Pourquoi vous l'avez fait là? Il ne faut pas hésiter à nous alerter et nous poser des questions, on est là pour ça. Et les experts argumenteront les choix que l'on peut faire et que l'on peut poser pour la commune. Donc, ces ateliers débats, toujours, ce sera retracer l'histoire sur le sujet de ce soir. C'est totalement pertinent puisqu'on est sur des fondations moyenâgeuses. Hein. Anaïs en parlera, c'est une bastide.
parlera comment s'est construit, entre autres, la Bastide. Elle ne va pas non plus y passer des siècles, sinon on n'est pas couché. Mais ça permet aussi de comprendre la structure et les fondations, les fondements de notre commune. Voilà. Et comment elle s'est peu à peu, entre guillemets, développée de façon hasardeuse, ce qui aujourd'hui est un résultat qui n'est pas forcément toujours très facile à se réapproprier. Ensuite, c'est des réglementations avec de l'information, sur les réglementations qui nous impactent, qui nous contraignent considérablement. On verra pourquoi, comment et quel est le but et quel est le sens de ça. Donc de dialoguer bien évidemment, et enfin de rendre accessibles des lieux symboliques tels que ce site aujourd'hui. Prochaine fois, ça sera peut-être ailleurs. J'ai proposé il y a quelque temps le préau de l'école élémentaire qui est peu connu. Donc pour nous, c'est vous faire rentrer dans notre patrimoine. Alors celui-ci ne nous appartient pas, mais il a quand même une histoire, puisque c'était la ferme du foie gras de la comtesse du Barry, vous le savez tous. Voilà. L'environnement, le patrimoine, bien sûr, sujet prépondérant, c'est notre environnement au quotidien, c'est dans lequel on vit tous les jours. Les lois nous obligent à nous organiser, à réfléchir. La mise en fonctionnement de la 2 fois 2 voies qui est attendue pour 2027 va évidemment bouleverser un peu les choses, donc il faut que l'on se prépare. Ces lois, il a fallu les assimiler, il a fallu les comprendre et les incarner. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire des ateliers débats plus tôt. On a pris le temps de le faire, parce que pour vous parler des lois et comment on peut les mettre en application sur un territoire tel que le nôtre, il faut les comprendre. On a mis pas loin de 4 ans pour arriver à les assimiler. Alors on n'est pas forcément comme les jeunes étudiants, on n'a pas les cerveaux qui vont aussi vite, mais quand même on a décortiqué l'essentiel, donc on peut en parler facilement et on peut aussi se projeter dedans. Voilà pour l'introduction. Merci, on applaudit Franck Villeneuve. Et on enchaîne avec, on va faire un petit retour en arrière avec vous, Anaïs Comet. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'architecture, chercheuse, chargée de mission culture et patrimoine, et vous êtes auteur d'un livre absolument extraordinaire, que j'invite ceux qui ne l'ont pas lu à découvrir, qui s'appelle « Villages et bourgs de la Gascogne gersoise à la fin du Moyen-Âge ». Et c'est un livre qui vous permet vraiment de comprendre comment la ville s'est construite. Donc vous êtes vraiment la personne idéale pour interroger avec vous l'histoire et comprendre, j'ai envie de dire, comment on en est arrivé là ou comment Gimont est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Dans cet ouvrage de référence, Village et bourg gersois, que vous avez à la fois rédigé et illustré, vous êtes une très bonne photographe, vous vous intéressez aux bastides. Non, c'est pas vous qui avez fait les photos ? Bon, c'était pour vérifier si vous m'écoutiez. Donc, vous vous intéressez aux bastides qui caractérisent le département du Gers. Parmi elles, Gimont, que l'on nomme encore aujourd'hui Bastide. Alors, pour commencer un peu d'histoire, une Bastide, Kezako. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation à venir parler de ce patrimoine très particulier du Gers ce soir. Une Bastide, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous donner la définition et après, on va la décortiquer un peu. C'est une ville neuve à vocation marchande, fondée au XIIIe ou au XIVe siècle, dans le sud-ouest de la France, donc c'est pas spécifique au Gers, selon un plan régulier dont la place de marché est l'élément vraiment central et en fait qui génère quelque part tout le plan autour, et dans laquelle les habitants ont certaines libertés qui sont en général régies par ce qu'on appelle une charte de coutume. Donc en fait, dans cette définition, il y a 3 éléments vraiment clés. C'est une opération de concentration de l'habitat, très clairement, avec une vocation avant tout marchande. Pourquoi marchande? Parce que cette fin de XIIIe siècle, début XIVe, on est dans une économie en expansion assez forte et les places marchandes se multiplient dans toute l'Europe. Et la charte de coutume, c'est très important puisqu'en fait, pour attirer des habitants, on leur donne certaines libertés. Et la charte de coutume, elle permet de régler tout ça, en fait, de régler toute la vie en communauté dans la nouvelle ville. En réalité, on n'est pas sur un territoire où il n'y avait personne avant la fondation de la Bastide, évidemment. C'est un territoire qui est déjà très habité, plutôt dans des fermes isolées, des paysans, en fait,
qui pouvaient pour certains être regroupés dans des plus petits groupements d'habitat, soit près d'un château, près d'une église. Et il ne faut pas imaginer non plus que la fondation de la Bastide vient vider ces habitats de leurs habitants. La fondation de la Bastide, elle permet aussi d'absorber en fait un surplus de population dans cette fin du XIIIe siècle. Voilà donc pour la définition de la Bastide. Peut-être pour parler un peu quand même de celle de Gimont. Oui, rapidement, oui. Allez-y. Une ou deux minutes. Donc celle de Gimont, elle a été fondée en janvier 1266. C'est une fondation du comte de Toulouse par le biais de son sénéchal dans le secteur. C'est en fait ce qu'on pour ainsi dire la deuxième Bastide vraiment fondée dans les limites de l'actuel département du Gers. La première ayant été fondée aussi par le comte de Toulouse, mais à Montréal du Gers, donc vraiment dans la partie agenèse du département. C'est une Bastide, donc comme souvent, qui est fondée en paréage, c'est-à-dire qu'il y a un accord en fait entre un seigneur ecclésiastique, qui est donc l'abbé de Gimont, qui lui possède les terres, et un seigneur laïque qui a la seigneurie qu'on appelle éminente, lui sur ce territoire. Et la seule différence quand même pour Gimont qui est intéressante, c'est qu'au moment où on fonde la Bastide, normalement le paréage, il prévoit un partage égal des revenus de la nouvelle Bastide entre les deux seigneurs. Et ici, c'est pas le cas au moment de la fondation, ça n'intervient qu'une quinzaine d'années plus tard. Donc c'est une petite originalité dans l'histoire de ce type de construction. Sur le plan architectural et urbanistique, quelles ont été les principales évolutions de la Bastide depuis sa création ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, et c'est assez intéressant, c'est que Gimont, elle a été peuplée très très rapidement par rapport à d'autres Bastides. On a un document de 4 ans, 5 ans après la fondation qui indique qu'on a déjà 300 chefs de famille sur le site. Alors, ils n'ont pas forcément tous déjà construit véritablement leur maison, on n'a aucun moyen d'avoir ce type d'information. Sans doute qu'au départ, la Bastide, vraiment la partie bâtie, elle se limite en fait à l'éperon. C'est ce qu'on voit sur le plan là. Voilà, ici. c'est plus ou moins ce qu'on voit sur le plan. Alors ça, c'est le plan le plus ancien qu'on ait conservé pour la Bastide de Gimont, comme pour la quasi-totalité des communes de France. C'est les plans qu'on appelle napoléoniens, début 19e. Là, on est dans les années 1830. Sans doute qu'à l'origine, donc l'habitat, il se concentre vraiment de part et d'autre de cette rue que vous connaissez tous. Oui, la rue nationale et la Combe du Midi en bas, là, oui. Voilà, ouais. Exactement. Et on va dire qu'il y a cette première construction-là. Dès la fin du XIIIe siècle, on est vraiment sur une monumentalisation de cet espace bâti. On a la construction de l'église, on a la construction des fortifications, qui peut-être à ce moment-là n'en sert que cette partie vraiment civile, on va dire, de la ville. Il faut imaginer que la place, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec la halle, elle était aussi entourée vraiment de couverts. Donc, il ne reste plus qu'une maison, mais il y en avait sans doute plus. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place dans un second temps, en fait, dans les Bastides. Aujourd'hui, c'est dans l'imaginaire de tout le monde quand on parle de Bastide, mais ça intervient plutôt au début du XIVe siècle. Donc c'est une première transformation. En fait, on améliore l'endroit où se tient le marché. Et ensuite, c'est sans doute aussi dans cette première moitié du XIVe siècle qu'on construit le château royal, pas très loin d'ici, en fait, à l'emplacement où ensuite il y a eu le couvent des Capucins. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait on étend la fortification de la Bastide au deuxième éperon sur lequel nous nous trouvons ce soir. Donc ça, c'est les premières transformations. Voilà. Justement, les Gimontois passent peut-être devant sans les voir. C'est quoi pour vous, Anaïs Comé, quelles sont les pépites architecturales de la ville qui témoignent de sa richesse? Vous qui êtes une spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire, tiens, à tel endroit, il y a telle maison, tel bâtiment qui présente un intérêt? Je pourrais vous faire une réponse attendue. Vous citez les 4 édifices protégés au titre des monuments historiques dans la Bastide. Mais à mon sens, les pépites du patrimoine architectural, c'est pas ça. Dans une Bastide, c'est avant tout le parcellaire, vraiment la trame urbaine, qui est l'élément le plus ancien, en fait, visible encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on se promène dans Gimont, on n'a plus de maisons du XIIIe siècle, ou en tout cas, on ne les voit pas, puisque la ville, elle se reconstruit éternellement sur elle-même, en fait. Donc si on a des vestiges vraiment médiévaux, XIIIe, XIVe siècle, il faut sans doute aller les chercher sur des murs mitoyens, à l'intérieur des parcelles. Quand on se promène aujourd'hui dans la ville, ça, on ne le voit plus, en tout cas pour ce qui concerne l'habitat, évidemment. Et pour moi, les pépites, en fait, elles sont vraiment à tous les coins de rue. C'est d'arriver à comprendre ça, ce renouvellement permanent sur elle-même de la ville.
et peut-être effectivement quelques édifices, un certain nombre de maisons à pans de bois, qui sont donc ou de maisons à colombage, Oui. si vous préférez, qui paraissent très modestes, mais qu'en fait qui sont vraiment le témoin de la manière de vivre dans les villages, les bourgs et les petites villes gasconnes depuis le Moyen Âge jusqu'au 19e siècle en fait. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Et après on a des évolutions aussi sur de l'architecture un peu plus récente, époque moderne et contemporaine. Si on va vers la place Saint-Éloi par exemple, quelques grands édifices qui se rapprochent plus d'hôtels particuliers. Donc ça, c'est d'autres manières d'habiter la ville aussi qui seraient intéressantes à aller mieux étudier. En tout cas, là, c'est vraiment un survol que je vous fais ce soir de tout ça. On est tous d'accord pour participer à une visite guidée sous votre conduite quand vous voulez. Tout le monde, là, on vous accompagnera et vous nous ferez une visite bâtiment par bâtiment pour nous raconter un pan de l'histoire gimontoise. Merci, on vous applaudit, Merci. Anaïs Comé. Franck Villeneuve, on a constaté à travers la présentation que nous a faite Anaïs Comé, on a constaté la richesse, l'originalité du patrimoine architectural de Gimont. Comment la ville, je veux dire, la municipalité peut-elle préserver ce patrimoine et le valoriser tout en continuant à se développer afin de mieux loger les Gimontois? Comment on concilie ces deux ambitions? Alors, c'est une équation difficile c'est une équation difficile à résoudre, mais Madame Comé a retracé l'histoire de nos villes bastides et de leur patrimoine. Je la remercie. Donc Gimont, elle a rappelé que c'est du XIIIe siècle. Et cette bastide comporte des édifices, on va dire entre guillemets, remarquables, remarqués, inscrits au patrimoine. Et on parle de patrimoine de protection des monuments historiques. Donc voilà, déjà, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a notre périmètre historique, hein, puisque, elle n'a pas parlé, mais il y avait des fossés et des chemins de ronde. Hein. Donc tout le centre ville ancien est classé. Alors, la totalité n'est pas classée, mais il y a quelques édifices, le clocher de l'église, il y a la maison de Monsieur Lenné, par exemple, qui, avec le périmètre des 500 mètres, irrigue, je dirais, tout le périmètre de l'ancienne bastide. Donc, tout ceci est protégé, donc on a une responsabilité déjà, c'est de respecter ça. Alors, respecter comment? Nous, d'abord, la collectivité, c'est d'être respectueux et de montrer l'exemple quand on fait des aménagements, quand on fait des restaurations. Donc, d'être respectueux de l'architecture d'époque. Alors, on ne va pas reconstruire comme au Moyen-Âge, bien sûr, mais réemployer des matériaux dits traditionnels qui préservent l'image globale de la ville. Donc ça, déjà, on en a, nous, le devoir dans la collectivité. Fort est de constater, c'est que depuis pas mal d'années, des décennies, la ville a été quand même un peu pillée. Et on a des choses qui n'ont pas été toujours respectées. Donc on essaie maintenant de faire appliquer vraiment les règles qui nous régissent et qui émanent du ministère de la Culture, via les architectes des bâtiments de France, vous en entendez toujours parler. Hein. Donc on est très en lien avec eux sur nos sites historiques et on souhaite les préserver. Mais c'est aussi, nous, collectivités, de montrer l'exemple. Chaque fois, un exemple, quand on a refait la toiture de l'école élémentaire, la première des choses qu'on en a faites, on a demandé conseil auprès de l'architecte des bâtiments de France et on a respecté à la lettre ces prescriptions. Les débords de toit, la qualité de toiture, l'ingénierie, etc. C'est des petites choses, mais il faut vraiment montrer que ce patrimoine doit être préservé. Il a été trop pillé, on ne va pas revenir en arrière, mais il faut arrêter l'anomalie, quoi. Voilà. En même temps, pour les particuliers, ce qu'il y a à faire, c'est que tout ce qui touche sur le domaine public, c'est au moins de déclarer les travaux qu'ils veulent faire. Si on veut refaire une façade, si on veut remettre des menuiseries, si on veut refaire un toit, au moins le déclarer. Alors je sais que la relation parfois avec les services de l'État et l'architecte des bâtiments de France n'est pas forcément simple, mais je puis vous assurer que les demandes ne sont pas non plus toujours exponentielles, et en respectant les prescriptions qui nous aident à justement revaloriser et préserver notre patrimoine, on en a tout intérêt, quoi. Donc c'est à la fois la collectivité et chaque particulier doit s'inscrire vraiment dans
la préservation de son patrimoine. Parce que c'est le sien, c'est le patrimoine qui appartient à toute la collectivité, à tous les habitants, à nous tous. Donc, si l'on veut qu'une ville devienne un tant soit peu attractive, et c'est difficile pour les nôtres, ben, si on n'a pas un patrimoine élégant et joli, on n'aura pas forcément de tourisme. Par contre, vous vous déplacez en France ou ailleurs, vous voyez que quand même, là où on se déplace, c'est toujours, nous avons un patrimoine riche qui nous attire, hein, qui attire le curieux. Ben, essayons de faire un peu la même chose chez nous. Voilà, d'autres villes du département l'ont fait. Vous irez à Marciac, vous irez à Lectoure, vous irez à Mosin et d'autres. On a des sites qui sont un peu plus préservés que le nôtre. Donc je le déplore un peu souvent. En même temps, on a, nous, pour vous accompagner, pour accompagner les particuliers, on a inscrit la commune sur 2 dispositifs importants. Les bourgs-centres, c'est géré par la région, et le dispositif Petite Ville de demain. Alors, ce sont 2 dispositifs, ça paraît des choses extraordinaires, mais l'avantage, c'est que toute intervention sur le patrimoine est régie, est réglée un peu, est vue par ces 2 dispositifs. Donc, à terme, par le biais du dispositif Petite Ville de demain, on pourra récupérer des financements, que ce soit la collectivité, mais aussi le particulier. On le verra tout à l'heure quand on parlera de logement. Donc il y a un levier intéressant. On est lauréat du dispositif depuis 4 ans, hein, depuis fin 2020. Donc on le met en place petit à petit. Ça aussi, c'est une grande... c'est un paquebot. Hein. Il faut arriver à décortiquer les choses et savoir où on habite. On l'a digéré avec les services de la collectivité et de l'intercommunalité, les services de la mairie. On y bosse, on y travaille, pardon pour le terme, mais on bosse sur le sujet, ouais. Et cela portera des fruits, j'espère assez rapidement. Voilà. Merci Franck. La transition est toute trouvée. Vous parliez à l'instant de réglementation, des règles auxquelles la construction est soumise à Gimont et partout ailleurs. Eh bien, Philippe Brett, vous allez nous aider à y voir plus clair dans ces réglementations qui encadrent la construction. Vous êtes l'ancien directeur du Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du Gers. Alors, tout de suite, une question. Je sais que vous connaissez très bien le département et vous connaissez en particulier Gimont. Quel regard l'ancien architecte et urbaniste que vous êtes porte sur cette ville? Alors je précise que vous êtes de Condom, qui est une ville pas mal non plus. Oui. Merci pour les comptes. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, juste mon regard sur Gimont, ça va être un regard très généraliste. C'est sur ce qui fait une ville. Franck l'a évoqué en début, l'important, enfin, la genèse de la Bastide. S'il y a une Bastide ici, c'est parce qu'il y avait une route. Et parce qu'il y avait une route qui reliait Auch à Toulouse, et cette dimension de flux est primordiale. Alors on s'aperçoit déjà au cours du temps que Gimont a changé de morphologie entre la route historique qui était rue nationale, la 124 qui est venue se déporter côté boulevard du Nord, maintenant la 4 voies qui va un peu plus loin. Tout ça, ça a une importance redoutable sur l'évolution de la ville, et c'est des choses qu'il faut anticiper, parce qu'au-delà du chemin, au-delà du flux, ce qui fait la ville, c'est de la friction entre usages. Et ce qui permet la friction, c'est justement ce système viaire et la relation qu'il va y avoir entre les bâtiments et le système viaire, le système de circulation. Et donc, Gimont fait partie de ces bourgs du Gers dans lesquels il y a encore une activité, une certaine friction, mais il faut être très prudent pour maintenir. Et quand je dis friction d'usage, c'est quelque chose d'éminemment positif. C'est le mélange de l'habitation, le mélange des services, le mélange des commerces, le mélange de différentes activités. Et on s'aperçoit dans toute la réglementation, je vais venir sur la réglementation ensuite, qui nous régit actuellement, qu'on vient de passer un siècle qui a été redoutable, un siècle de mouvement, un siècle de rapidité, un siècle sur lequel ça a été le siècle de la voiture, de la consommation, du prêt à consommer, du prêt à habiter, et du coup ça a généré des formes qui n'ont pas été forcément très favorables à cette logique de friction. C'est les zones d'activité, c'est les zones de lotissement gigantesques. Alors
On a de la chance, nous dans le Gers, on est quand même un peu préservé de tout ça, mais faites quelques kilomètres vers Toulouse, vous allez comprendre ce que c'est. Et tout ça, c'est lié à des mouvements culturels. Voilà, je veux dire, le XXe siècle a été le siècle de la rapidité, le siècle de la voiture, et l'architecture et l'urbanisme, c'est collé à ces logiques-là. Tout le mouvement moderne, à partir du mouvement moderne, toute l'architecture et l'urbanisme s'est développé sur cette logique d'urbanisme de branchement. Ce que vous et dites de quand réseau. même, c'est que Gimont est, de ce point de vue-là, pour l'urbaniste que vous êtes, plutôt préservé. Ah ben oui, les départements ruraux sont plutôt préservés, mais avec une grande fragilité. C'est-à-dire qu'on est préservé, mais on n'est pas à l'abri de l'impact redoutable d'une grande surface qui va vider le centre-ville. Je veux dire, quand on fait une grande, même si les grandes surfaces ont du pont dans l'aile en ce moment, une grande surface dans la banlieue toulousaine aura un impact minime sur l'attractivité du centre-ville de Toulouse. Une grande surface sur un bourg comme Gimont, et vous parliez de Condom, 3 grandes surfaces en périphérie de Condom, les commerces de Condom ont énormément de difficultés à survivre. Donc, toute la réglementation qui se met en place sur l'artificialisation, sur le zéro artificialisation nette. Alors je vais pas faire. On va en parler parce que c'est important. C'est très important. Par rapport à ce que vous venez de décrire, il y a un certain nombre d'outils, de leviers juridiques qui sont mis en place. Franck Villeneuve, il faisait référence tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on les examine avec vous parce qu'on n'en comprend pas toujours le sens. On nous parle de la loi Elan. Là aussi, j'ai envie de vous dire qu'Esaco. On vous parle de la loi ZAN, ça n'a rien à voir avec le réglisse, hein, c'est zéro artificialisation des sols qui fait dire à certains que c'est fini, on ne pourra plus construire. Donc on n'y voit pas très clair dans tout ça et il faudrait que vous puissiez rapidement nous expliquer ces outils qui sont déployés et surtout à quoi ils servent parce qu'ils sont certes contraignants, mais ils ont quand même une finalité intéressante. Alors, ce qui me gêne dans votre question, c'est le rapidement, évidemment. Donc, juste pour reprendre ces mots que vous avez évoqués, la loi Elan est une loi qui est relative beaucoup plus au logement et à la qualité des logements. On s'est rendu compte qu'il fallait, entre guillemets, durcir la réglementation pour éviter les passoires thermiques, pour éviter que le logement soit une source de fragilité. Donc, la loi Elan est plutôt basée sur la dimension construction. La loi ZAN, c'est pas la loi ZAN, c'est la loi climat-résilience, dans laquelle on fait référence au zéro artificialisation nette. C'est un autre sujet, c'est la prise de conscience, qui n'est pas nouvelle, qui date depuis 50 ans, hein, que l'espace est une ressource, au même titre que l'air, que l'eau, que l'énergie, et qu'à l'heure actuelle, on consomme, en France, on consomme de manière imprudente l'espace qui est la ressource de production alimentaire, qui est la ressource de régénération des eaux, etc. etc. Il faut savoir que, alors c'est un chiffre qui est soumis à débat, mais grosso modo, entre tous les 7-10 ans, il y a la SAU, la surface agricole utile d'un département qui disparaît au profit de ce qu'on appelle l'urbanisation. L'urbanisation, c'est les maisons, les routes, les parkings, les supermarchés, c'est les infrastructures. Donc au bout d'un moment... Alors, cette prise de conscience et cette nécessité de réglementer, elle n'est pas nouvelle. La loi LOF de 1965 qui a mis en place les postes avait déjà cette volonté-là. Sauf que parallèlement à une réglementation, il y a aussi tout un contexte de croissance économique, de croissance démographique, de compétition entre les territoires. Et toutes les lois qui se sont succédées depuis 65 vont dans le même sens et nous incitent à dire, voilà, l'espace, attention, c'est une ressource, on est dans un monde fini, on le sait depuis longtemps que notre planète est finie et qu'à un moment donné, il faudra réfléchir différemment l'urbanisation pour éviter l'étalement urbain, parce que l'étalement urbain, il ne se fait pas sans conséquences. Et la première des conséquences, c'est la consommation des terres. Nous, sur notre territoire, c'est la consommation des terres agricoles. Dans d'autres territoires, ça peut être le littoral, ça peut être il peut y avoir d'autres enjeux. Mais la loi ZAD, l'objectif en 2040 d'être à zéro artificialisation nette, ça implique ce qui s'est toujours passé depuis des millénaires, c'est-à-dire que la ville doit se reconstruire sur elle-même. Et ça pose des questions parce que on a beaucoup parlé depuis le début de la soirée de la dimension patrimoniale. Mais attention, le patrimoine, c'est effectivement l'héritage, c'est aussi
ce qu'on hérite de nos parents, mais c'est aussi l'héritage qu'on va laisser à nos descendants. Et dans la manière d'habiter, dans la manière de loger, dans la manière d'intervenir sur Gimont, eh bien, il faut regarder des deux côtés. Qu'est-ce qui fait la particularité de Gimont? Qu'est-ce qui fait la qualité de cette ville et du vivre ensemble? Et qu'est-ce qu'on peut faire bouger pour refaire des logements, pour que le patrimoine soit utilisé, pour qu'il y ait des usages dans ce patrimoine? Si on reste dans une vision résolument figée, sur une approche uniquement esthétique ou patrimoniale ou touristique, on ne marche plus sur l'ensemble des usages et des frictions qu'une ville a besoin pour vivre. Juste un exemple pour exprimer mon propos. Il y a des territoires qui ont fait ce choix-là, qui ont fait un choix touristique de dire, hop, notre ville, c'est un musée à ciel ouvert et on supprime la circulation automobile, et voilà, on se retrouve avec des petites villes dans lesquelles il y a quelques magasins d'art, quelques magasins de souvenirs, mais qui ne fonctionnent plus en tant que village dans la pluralité des fonctions. Je prends un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, vous avez parlé de friction, mais au sens positif du terme. Mais quand vous présentez tout cet environnement réglementaire, il rentre lui-même en friction avec d'une part la volonté des collectivités de se développer, même si c'est, comme c'est le cas à Gimont, de manière extrêmement mesuré, raisonnable et contenu. Donc il y a cet objectif-là. Et puis il y a également les aspirations des citoyens à bénéficier de logements à la fois modernes et fonctionnels. Donc comment on fait réglementation, aspiration des élus et des citoyens pour que tout ça fonctionne? Ou est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. C'est difficile parce que on se heurte à deux difficultés. Une première difficulté, je vais utiliser un terme un peu bateau, c'est l'idéologie dominante. À l'heure actuelle, l'idéologie dominante dans la logique des Français, c'est le pavillonnaire. Et le pavillonnaire, il vient pas de nulle part. Avant les années 50, le pavillonnaire n'était pas le mode d'habitat privilégié des Français. On était sur de l'habitation, sur du mitoyen, sur du logement, sur l'appartement. On est arrivé, par exemple, sur le pavillonnaire, juste un exemple, c'est les lois Barre de 74, suite au choc pétrolier, suite à la difficulté de revaloriser les salaires. Hop, on a eu toute une politique de facilitation des prêts, etc., pour que les gens soient propriétaires de leur maison et en fait cumulent un patrimoine et un capital qu'on ne pouvait pas leur offrir par rapport au choc pétrolier. Et donc du coup, effectivement, c'est le choix politique qui a été fait à un moment donné et qui s'est imposé en France, mais pas dans tous les pays d'Europe. En France, c'est le choix dominant du pavillonnaire. Et effectivement, derrière ce discours-là, après, on a tendance à dire, ah oui, mais si je ne fais pas du pavillonnaire, si je ne fais pas du lotissement, je ne réponds pas aux attentes. Ça, c'est en train d'évoluer. Ça, c'est en train d'évoluer grandement. Tout simplement parce que, déjà, la valorisation pécuniaire du lotissement, quand c'était la première génération dans les années 70, il y a des gens qui sont quand même fait un peu couillonner sur le sujet. Et puis, tout simplement parce que les modes de vie évoluent. Le pavillon qui est la continuité on va dire, de la maison, de la ferme, de la maison de maître dans laquelle vivait une famille avec un certain nombre de membres de famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un logement dans le Gers, alors on l'évoquait tout à l'heure, à Gimont, c'est 2,01. Voilà. Et dans le Gers, c'est moins de 2 habitants, un logement. Donc la réponse par le pavillonnaire, autant dans la manière d'acheter le terrain, faire construire la maison, etc., pour ce type de famille, c'est pas forcément les attentes. Je pense qu'il y a une réelle attente sur d'autres types de logements qu'il faut initier, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut faire expérimenter, au même titre que le pavillon a été une proposition qui a été faite aux Français avec les villages expos, etc. On leur a vendu de ça. Et deuxième point par rapport à cette évolution qui est aussi compliquée, c'est que on est alors pour le coup dans une vision patrimoniale de patrimoine familial, on est dans la culture de la maison que l'on construit, qui est un avoir familial, les enfants vont y habiter plus tard, etc. Ça a explosé en chaleur et lumière depuis 20 ans.
Je veux dire, on sait très bien même que par rapport à l'allongement de notre durée de vie, il y a fort peu de chances que l'on vieillisse ou que l'on meure dans la maison que l'on a habitée. Il y a une mobilité liée tout simplement au parcours professionnel, à l'allongement de la durée de vie, qui est différente. Donc là, par contre, voilà, les outils, il faut les creuser. Et là, pour le coup, c'est le rôle, effectivement, des collectivités d'être à la manœuvre pour accompagner, pour proposer ces nouveaux types d'habitat. Le rôle des collectivités, à quel que soit le niveau, l'État ou la région par le biais de financement, la municipalité par le biais d'opérations plus concrètes, d'achat de maisons, de transformation de types de logements pour des choses qui correspondent plus aux attentes, l'intercommunalité en l'occurrence pour l'urbanisme, pour la réglementation. Mais oui, ça sera compliqué parce qu'on est dans cette exploration-là. Merci beaucoup, on vous applaudit. Philippe Brett, c'était très clair. Et bien sûr, si vous souhaitez tout à l'heure en savoir un peu plus sur le cadre réglementaire qu'il a évoqué, il répondra à vos questions. Franck Villeneuve, on parlait tout à l'heure de la loi Elan, de la loi ZAN. Tout cela, hein, on l'a dit, constitue des contraintes réglementaires pour une politique de l'habitat et du logement. Est-ce que vous les regrettez ou est-ce qu'au contraire vous considérez que ces réglementations sont bénéfiques pour encadrer le développement de Gimont dans une approche durable et respectueuse de l'environnement? Alors, avant de répondre, Jean-Christophe, je me permettrai de rebondir sur ce que vient de dire Philippe Brett. Dans les modifications d'usage et de mode d'habiter, un exemple qui est un aperçu de 4 ans au sein de la collectivité, c'est les logements pavillonnaires, notamment les permis, ce qu'on appelle les permis d'aménager. Il en a été déposé 4, 5, voire 6 sur la commune. Ça totalise à peu près 80 pavillons possibles, 80 lots sur lesquels on peut bâtir 80 maisons. Aujourd'hui, il n'y a pas un lot qui se vend sur 80. Donc, il n'y en a pas un qui se vend. Il n'y en a pas un qui se vend. Bon. Donc, en revanche, des logements dits adaptés, qui répondent davantage à ce que tu disais, Philippe, où les usages d'habitat ont changé. Ce n'est plus pour des familles de 3, 4, 5 personnes, c'est des personnes seules avec enfants, des personnes d'un certain âge qui n'ont plus la possibilité d'avoir des logements dits adaptés aux normes d'accessibilité handicapée. Ce sont également des jeunes travailleurs qui sont, par le biais de ce logement, hébergés à des coûts, je dirais, appropriés à leurs revenus. Tout est plein. Par contre, toutes les demandes sont pleines. On a des listes d'attente, etc. Et avec ma consoeur, ma collègue ou Hélène Le Breton, on participe systématiquement à l'attribution des logements pour, entre autres, vérifier et s'assurer que ce que je viens de dire est bien respecté dans l'attribution des logements. Alors c'était simplement, au-delà de ce message, c'est voilà, le mode d'habiter est différent, quoi. Et on sent bien, même ici à Gimont, que le mode d'habiter est différent. Les personnes travaillent à Auch, travaillent à Toulouse, elles s'implantent à Gimont parce que c'est plus facile pour elles au niveau des déplacements. N'oublions pas qu'on a une gare, donc ça aussi, c'est quand même capital, c'est précieux pour une commune comme la nôtre. Donc effectivement, on a un mode d'habitat, le pavillon sur un terrain de 2500 m² ne se vend plus. Parce qu'en plus, le terrain, il n'y en a plus. Le terrain de 1000 m², c'est minimum 80 à 100 000 € ici, quoi. Donc déjà, ça plombe un peu, je dirais, les transactions. Alors, fort de ça, pour répondre à la question de Jean-Christophe, oui, moi je considère qu'elles sont plus que bénéfiques, elles sont très nécessaires sur nos territoires. Gimont également. L'histoire, on a parlé de la Bastide. Si on regardait un plan un peu plus éloigné de la Bastide aujourd'hui, on se rendrait compte qu'on a généré, par l'habitat pavillonnaire, une désorganisation de l'urbanisme de nos villes. Voilà. Et aujourd'hui, la résultante que l'on a, c'est qu'il faut arriver à connecter tous ces habitats dispersés au centre. Et c'est très complexe parce que ça demande du coût, c'est coûteux. En même temps, avec la modification des mobilités, il faut des voies protégées pour les vélos, les piétons et trottinettes. Les voitures, aujourd'hui, venant, alors pas sur nos territoires, parce qu'encore on en a besoin, mais
la priorité aujourd'hui, c'est les mobilités douces, et c'est pas forcément la voiture. Alors, connecter un urbanisme diffus tel qu'il est aujourd'hui à Gimont, ça demande de la réflexion, ça demande des coûts qu'on n'a pas forcément. Donc, effectivement, ce mode d'habitat n'est plus possible. En même temps, nous, collectivités, il faut savoir que quand un promoteur veut faire un lotissement, je vais dire à 1 kilomètre du centre, on va prendre le centre, la Halle, ben, c'est un coût pour nous, là, pour la collectivité, pour vous tous, c'est qu'il faut lui amener les réseaux, il faut lui amener la voirie, et ça, c'est un coût, quoi. Donc, ce rapport et cette observation, depuis 4 ans, effectivement, on est en mutation. Les réglementations nous aident à ça. Madame Gomé a parlé tout à l'heure de densification à l'époque de la création des Bastides. On se densifiait, on se rapprochait pour favoriser les échanges, les marchés. Bien, on a l'impression que pendant un certain nombre de siècles, on a voulu tout réinventer, mais on revient à la base, la création un peu des Bastides, où les choses étaient simples, réfléchies, où on se regroupait pour avoir des villes de village, enfin des vies de village, et des échanges facilités. Donc, nous, municipalités, on a pris le parti de densifier, fort de ces réglementations qui nous contraignent considérablement. Les chiffres, on avait, il y a pas 10 ans, je vais dire 7-8 ans, 100 hectares à consommer. Alors ça rejoint le ZAN, la zéro artificialisation nette. Nous avions la possibilité de consommer, voilà, à peu près 100 hectares. Aujourd'hui, il y a 4 ans, on m'a demandé d'en consommer que 50, et aujourd'hui on me dit, par la loi, vous n'en aurez que 30. Donc fort de ça, si on veut un développement organisé, je suis restreint dans ces 30 hectares. En même temps, je suis, par le loi des chiffres, obligé d'accueillir 1100 habitants de plus en 2040 sur un territoire qui se restreint. Donc la solution, c'est de densifier le centre-ville, se le réapproprier, d'où l'opération de l'ancienne gendarmerie, qui va générer 27 logements en plein centre, qui en même temps va permettre de revitaliser un peu ce centre, de redensifier le centre-bourg, pour qu'il y ait davantage de proximité entre les riverains, les habitants, les commerçants, pour qu'il y ait des échanges, qu'on recrée le phénomène d'échange qui a disparu. Les artisans, bien évidemment, en profiteront de fait. Ça va générer une meilleure économie, beaucoup plus équilibrée. La réflexion est plus vertueuse. Donc, nous, mairie, commune, notre politique, c'est ça. Il faut s'inscrire dedans, parce qu'en même temps, on souhaite protéger l'environnement, avoir des poumons verts qui nous redonneront de la respiration et qui permettront de demain, comme disait Philippe, de transmettre quelque chose sur lequel on a réfléchi, quoi. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à réaliser, mais voilà vers quoi on tend. Voilà. Avant de donner la parole à Isabelle, une chose importante concernant les commerçants, et Philippe l'a dit, à Condom, ville à peu près du double d'habitants que chez nous, hein, je crois que vous êtes à 6 000 ou 7 000, hein, voilà, nous on est un peu plus de 3 000, vous avez 3 zones commerciales autour du centre-ville. Bon, ça c'est un choix politique qui a été le choix politique qu'on a posé très récemment, c'est d'interdire l'installation de zones commerciales à l'extérieur de Gimont, à l'extérieur du centre. Voilà. Donc la zone artisanale à Fourcade ne peut recevoir aucune zone artisanale, zone commerciale, telle que Leclerc, Carrefour, qui développe également des galeries marchandes, qui aspirent à avoir peut-être magasin de fringues, etc. Donc on a souhaité protéger le commerçant local, parce qu'en même temps, Gimont a toujours eu une activité commerçante intéressante. Si elle est encore sauvegardée chez nous, c'est que justement, cette politique qu'on a dû, nous, accompagner et poser définitivement, a été faite, quelque part. Et même si on a un commerce qui souffre, il a le mérite d'exister. En même temps, il n'est pas question de devenir une petite ville poulbeau, là, comme on voit sur les bords de mer, où il n'y a que des artisans d'art qui vont faire développer le tourisme. Non, non, nous on est une ville quand même économique, hein, dans laquelle on vit, mais on achète et on va travailler. Donc on veut quand même, on souhaite sédentariser tout ça et l'inscrire définitivement. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, mais c'est un commentaire très personnel, c'est que Gimont
ne deviendra pas l'île Jourdain. On continue. Non, mais ça n'engage que moi. On termine ce tour des tables et les éclairages des experts avec vous, Isabelle Chauvin. Vous êtes la directrice de la Maison du Logement et de l'Habitat. Et j'aimerais que vous nous disiez quels sont les principaux éléments qui ressortent du diagnostic établi par l'étude préopérationnelle que vous avez conduite à Gimont. Oui. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour ce temps participatif sur la question de l'habitat, du logement et du patrimoine. Je voudrais juste préciser... Ne faites pas attention à la petite musique d'ambiance, ça va. Oui. D'ici 1 heure, ce sera arrêté. J'en ai une aussi derrière ouais, que j'entends. Je voudrais juste préciser que donc, ce diagnostic habitat a été commandité par la 3CAG, la communauté de communes. Et donc, on a répondu en groupement avec Solia Haute-Garonne. Donc aujourd'hui, on est bien sûr présent pour vraiment l'intention est vraiment portée sur la commune de Gimont. Donc c'est un diagnostic habitat qui s'est fait en tout cas de manière très croisée sur la base d'études qui avaient déjà été réalisées, avec des études de planification et d'ingénierie. Et donc, Monsieur Villeneuve l'a évoqué avec des études de bourg-centre, petite ville de demain qui existaient. Et je voudrais préciser, en tout cas, les 2 lignes directives, en tout cas, qui en sont ressorties. C'est l'amélioration de la qualité des espaces de vie pour l'accueil et le maintien des habitants et le soutien au développement en particulier du centre ancien de Gimont. C'est un diagnostic croisé également. On a travaillé sur des données statistiques, également du qualitatif avec un travail de terrain important. On a fait du repérage en marchant, des temps d'échange collaboratifs avec les partenaires professionnels locaux, les élus, les techniciens. Et également les habitants, puisqu'on a pu envoyer des questionnaires auprès de tous les habitants, et peut-être que vous y avez répondu, puisqu'on a eu 154 retours. Donc c'était très intéressant de cette partie très qualitative. Et il est croisé parce qu'on parle d'habitat, mais c'est aussi et surtout parler des habitants, donc qui occupent et vivent sur le territoire, et qui tout l'ensemble va permettre de construire vraiment des outils propres au territoire. Donc moi je vais être là plus pour illustrer tout ce qu'on vient de dire et comprendre en tout cas pourquoi les lois, il va y avoir en tout cas des incidences sur les territoires et comment on va pouvoir y répondre. Donc ce diagnostic est déjà au niveau sociodémographique, donc un peu mieux connaître les habitants. Donc on a une densité en tout cas est relativement importante sur Gimont. Il y a 110 habitants au mètre carré, donc on est vraiment sur un territoire kilomètre carré. Au kilomètre. Ouais. Je sais pas ce que parce que 100 ça fait beaucoup, hein. Il faudrait les tours. Et donc une population qui a évolué, mais surtout impulsée par un solde migratoire. Donc vraiment une population qui est arrivée pour faire accroître la population. Au niveau de cette population, elle est plutôt jeune. On a 22% de 0,19 ans. Donc c'est quand même un bon élément de voir des jeunes sur le territoire. Et 47% ont entre 20 et 59 ans. Donc une population active aussi présente sur le territoire. Et un peu plus de 30% de la population a plus de 60 ans.
Donc je reviens à ce chiffre parce que, bien sûr, il y a la question du vieillissement quand même de la population qu'il faut prendre en compte sur le territoire. Aussi, on est sur 50% de population qui est bénéficiaire des allocations de la CAF, toute allocation confondue, et 30% de la population de Gimont a des bas revenus. Donc on est sur un revenu médian sur Gimont qui est de 22 200 €. Donc il y a 50% de la population qui vit avec plus que ce seuil et 50% qui vit avec moins que ce seuil. Un point important aussi, c'est le taux de pauvreté, puisqu'on a pu constater une paupérisation des ménages vieillissants. Ce taux de pauvreté, on n'a pas pu l'avoir à l'échelle de Gimont, mais de la communauté de communes, qui est de 28% de la population âgée de plus de 60 ans, qui est au niveau du seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté, juste pour information, en 2024, il est de 1 396 € par mois. Voilà. Et au niveau de cette population, 20% de cette population paupérisée, mais tout âge confondu, est située sur la traversée du centre de Gimont. Donc cette traversée et ce centre ancien, il est aussi caractérisé, tout à l'heure on le disait, que la population et la taille des ménages, on était plus vers une baisse, donc on est à 2,1 personnes par ménage, et il est encore moindre sur le centre ancien, puisqu'ils sont un tiers qui occupent le centre ancien, où le ménage est composé d'une seule personne. Donc on va voir au niveau de la population un phénomène de desserrement. Avant, on habitait peut-être 3 générations dans des grandes maisons. Aujourd'hui, chaque foyer, les grands-parents, les parents et les enfants vivent dans 3 logements distincts. Et il faut des catégories, en tout cas des typologies de logements qui soient adaptées à chacun maintenant. Donc on est en termes de logement on l'a vu, sur un habitat groupé par son centre ancien, des lotissements qui sont en périphérie proche, et comme je viens de le dire, on a une inadéquation entre la typologie des logements et la taille des ménages qu'il faudra donc vraiment avoir en tête sur les prochaines étapes de ce diagnostic. Quelques chiffres, 76% des logements sont des grands logements de type 4 et 5, et à l'inverse, 8,6% sont des petits logements de type 1 et 2. Donc on voit l'inadéquation, en tout cas, entre l'offre et le besoin. Alors, sur la base de ce diagnostic qui est très intéressant, quels vous paraissent être les enjeux de l'habitat qui sont spécifiques à Gimont, sur lesquels la ville va devoir travailler? Oui, alors on a des points et on va se rejoindre avec les questions de la loi climat et résilience, la loi ZAN. Ce sont les questions de logement vacant sur le centre ancien. Oui. Donc on a des données statistiques, mais on a pu aussi faire du terrain, et donc on a amoindri ce chiffre. C'est toujours une vacance qui est en évolution. On a 8,5% de logements vacants de courte durée, donc des choix de propriétaires de peur de mettre en location parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, en tout cas du locatif. Et à côté de ça, on a 5% de logements vacants, mais là on dit structurels, de longue durée, et de logements dégradés. Donc où là, il y a des gros travaux à réaliser pour pouvoir les remettre en état.
À côté de ça, on a de l'habitat aussi dit en passoire énergétique. Et donc là, des logements, donc avec la loi climat et résilience, pour illustrer, des logements qui sont en étiquette F ou G, mis en location, à l'horizon 2028, seront interdits à la location. Combien vous dites à peu près? Pour Combien de logements de cette nature? là, alors on a les chiffres à l'échelle du territoire de la communauté de communes. On est à 11% de logements en passoire énergétique. Donc remis à l'échelle du territoire, il y aura des logements concernés. Et en 2034, donc, on rajoute les logements en étiquette E, et là on passe à 35% de logements qui sont potentiellement en passoire énergétique. Donc là il y a une urgence, en tout cas, si on recroise avec la loi ZAN, de venir reconquérir les centres anciens et venir remettre des logements en location sur le parc locatif. Et merci beaucoup Isabelle Chauvin, on vous remercie, on vous applaudit. Merci. Très éloquent ce que nous a dit Isabelle Chauvin. À la lueur de ces explications, quels outils d'amélioration de l'habitat, la ville d'un côté, les propriétaires de l'autre, pourront-ils activer Agimont, ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? C'est un peu tôt pour en parler, car les dispositifs ne sont pas totalement confirmés. Mais ce que on peut quand même tout de même évoquer des choses. Je voudrais d'abord m'excuser auprès d'Isabelle d'avoir écorché son nom de famille tout à l'heure. C'est pas Cousin effectivement, mais c'est bien Chauvin. Donc Isabelle, excusez-moi. Donc le dispositif Petite Ville de demain nous a amené cette expertise. Isabelle Chauvin travaille sur c'est de la sociologie, quoi, de la sociologie et de la démographie. Alors c'est des sujets que les étudiants en architecture travaillent régulièrement, je pense, enfin, tout au moins à une époque ça l'était. Ce qui est important dans ces analyses, ça fait partie des chiffres, etc., mais ça nous permet surtout d'identifier les besoins de la population. Et c'est primordial, on ne se lance pas dans des opérations immobilières sans savoir à qui et pour qui cela va servir. Donc quand on a des chiffres, notamment des jeunes de 0 à 20, temps pour les personnes plus âgées, etc., le niveau de revenu, le niveau d'handicap, les seuils de pauvreté, là il faut cibler vraiment l'enjeu pour nous, car on a nos Gimontois, nos habitants à héberger et à héberger décemment. On parlera de ces constructions en colombage, vous l'avez évoqué tout à l'heure Anaïs, on a aussi, nous, en collectivité, un devoir de sécurité. C'est-à-dire que vous l'avez su, parfois il arrive qu'un immeuble se dégrade et menace, effectivement, il m'est arrivé l'an dernier d'évacuer un immeuble où il y avait 4 logements. Donc l'enjeu, c'est de restaurer, effectivement, il y a toute une redynamisation, etc., je crois que vous l'avez entendu et compris, mais il y a aussi un enjeu sécuritaire, parce qu'on a une ville qui se vieillit, qui a été transformée, comme le disait Anaïs, au fil des époques, et souvent fragilisée. Moi, quand je rentre dans des maisons, parfois, je me dis, oula, comment ça tient, quoi? Parce qu'on a enlevé les colombages, parce qu'on a modifié telle et telle chose. C'est un mikado, le colombage. Et tout se tient, c'est un ensemble. Alors, il y a une certaine souplesse, une certaine élasticité à toutes ces constructions, mais jusqu'où? Parfois, il en tombe. Donc, on a, nous, le devoir, effectivement, de restaurer ce patrimoine. Alors, il y a des aides, il y aura des aides pour augmenter les performances, bien sûr, énergétiques de nos logements, hein, changement des menuiseries, l'isolation des combles, etc., etc., etc. Ça, c'est l'État qui prendra en charge, je vais dire, par le biais de l'ADEME, va prendre en charge ces aides. Alors, les chiffres ne sont pas encore communiqués. Il y a eu, il y a quelques années, ce qu'on appelait les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Ça sera modernisé, ça portera certainement pas le même nom, mais on essaie de classer la ville dans une OPA plus, pour résumer, de façon à ce que nous puissions tous obtenir
des subventions bonifiées, parce qu'on est sur un site dégradé. Voilà. Donc voilà, l'étude qui va être finalisée par Isabelle permettra justement, nous, d'aller défendre le bout de gras auprès des instances pour vraiment récupérer, pour nous tous, des subventions intéressantes. Il y a aussi, et c'est important, l'embellissement de nos façades. On en parlait tout à l'heure. La dégradation architecturale de nos maisons, de nos bâtiments, amène également à prendre en compte cette restauration de ce qui se voit, quoi, en même temps, qui compose les rues et qui compose les places. Là, l'ADEME financera également, mais nous, communes et comités de communes, on mettra un bonus, notamment dans l'accompagnement que vous serez amenés à faire par des conseils auprès des architectes du bâtiment de France. Donc voilà, il y aura peut-être des professionnels que vous serez amenés à solliciter pour réfléchir pour vous sur l'aspect de façade. Donc nous, respectueux dans ce qu'on disait tout à l'heure de notre ancien patrimoine et voulant le valoriser, on donnera une aide à la recherche, à la définition et à l'accompagnement qui sera fait auprès des professionnels architectes des bâtiments de France. Nous, en mairie, avec le service urbanisme, on reçoit beaucoup. Alors je ne vais pas dire qu'on guide, on oriente sur les couleurs, on oriente sur telle et telle prescription. Donc on fait un peu maîtrise, si vous voulez, ça on se le gère en mairie. Mais après, au-delà, sur des projets plus vastes, plus complexes, bon, il faut que ce soit des professionnels qui s'en occupent. Donc voilà. Et ensuite, c'est une chose importante, et je ne parlerai pas des espaces publics parce qu'on parle plutôt de l'habitat. L'espace public, on en parlera sur notre atelier débat. Il y a également dans le dispositif Petite Ville de demain, favoriser le commerce. J'ai évoqué tout à l'heure l'interdiction, entre guillemets, je ne sais pas quel terme il faut employer, l'impossibilité à des centres commerciaux de s'implanter à la zone artisanale à la Fourcade. Pour autant, il faut aussi accompagner nos commerces et nos commerçants en favorisant leur installation, rénovation de leurs vitrines, rendre accessible leur commerce pour que, bien sûr, ils puissent fonctionner, travailler et offrir les services qu'une population grandissante et dense demande. Merci Franck Villeneuve. Alors Isabelle Chauvin, Philippe Brett, Anaïs Comet, ils sont à vous. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Alors débrouillez-vous pour en poser, sinon je désignerai les volontaires. Là il y en a 2, 3, c'est parfait. Et puis on donnera la parole à Alexis Champoiseau qui nous parlera d'un sujet très intéressant. Un permis de végétaliser qui a été mis en place par la mairie et sur lequel vous aurez des choses intéressantes à nous dire. Mais on commence par Bruno Gabriel. Je tiens le micro, allez-y. Merci. Merci pour vos présentations, merci Franck pour cette soirée très intéressante. On a une question fondamentale qui est de comment on maintient un habitat patrimonial avec la transition écologique. C'est la conclusion. Je me permets de dire que je te sens un peu optimiste là-dessus. Parce que si on regarde le budget de l'État qui est proposé pour 2025, c'est la transition écologique qui prend un coup de rabot. La prime rénov diminue, on n'a plus de fonds verts, le logement social prend un coup. Donc aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, et on le partage tous. Mais qui va supporter le coût, sachant que tu le sais comme moi, nos dotations globales de fonctionnement dans le niveau des mairies ne sont pas extensives à l'eau. Franck Villeneuve. Je vais essayer de te répondre. Alors, certes, j'essaie toujours d'être enthousiaste, parce que il faut dépasser un peu ces nuages noirs qui nous polluent et qui nous plombent un peu les journées. Donc, moi, je considère qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Bon. Mais par contre, c'est de dire aussi, et j'en ai la confirmation par le ministre que j'ai interrogé samedi dernier, que les baisses des dotations globales de fonctionnement se seront appliquées surtout pour les grandes métropoles et non pas sur les zones rurales. Par contre, il y aura éventuellement, et d'après ce qui est dit, ça reste à confirmer, qu'il y aura des hausses de dotation globale de fonctionnement justement pour les zones rurales, pour les revitaliser et pour les accompagner dans leur développement et surtout aussi dans leur survie, quoi. Donc oui, comme toi, je sais que le budget national est plombé. Je sais pas comment on va devenir, mais bon, on peut toujours espérer, on verra. Mais je comprends.
ça qui fait que les villes n'ont pas les grandes entreprises, ça va pas C'est clair. Merci. Question suivante, Michel Ravitsky. Oui, alors merci pour ce rapport. J'habite rue Nationale, donc dans une zone qui est pas très habitée, où il y a beaucoup de logements vacants, mais les chiffres que vous énoncez, ça me bouscule beaucoup dans la représentation que je me faisais du centre-ville. Et je voulais savoir si le rapport que vous mentionnez, il est public, il est consultable, parce que ça vaut vraiment le coup de l'étudier en détail. Alors, Isabelle Chauvin. Oui. L'étude est en plusieurs phases. Il est en 3 phases. On vient de rendre la phase de diagnostic et il va être poursuivi sur les enjeux, des propositions d'outils opérationnels et ensuite la phase d'élaboration, de mise en place des dispositifs qui seront retenus. Donc, là, aujourd'hui, je ne pense pas que la première phase soit rendue publique pour le moment. Ça sera quand l'étude sera intégralement terminée. Quelle échéance? Justement, on en parle demain. Voilà, comme vous le disiez, au niveau de l'État, beaucoup de choses sont rebattues actuellement et donc il y aura aussi des décisions au niveau du département, de l'intercommunalité, des communes pour faire des choix précis et donc on espère premier trimestre 2025. En tout cas, on sait, et sur la première étape où on a eu tous ces échanges participatifs avec tout le monde, on sait que l'accompagnement est vraiment le point le plus important à travers les dédats, la complexité pour déposer un dossier de demande de subvention d'amélioration de l'habitat. Donc, merci. Oui. La population a stagné à 2800 habitants pendant une centaine d'années. On a stagné. Là, on peut considérer que depuis 7-8 ans, on a une petite progression montante. On est passé de 2850 à 3100. Bon, il faudrait refaire maintenant un recensement. On ne va pas le faire puisque ça a été fait il n'y a pas très longtemps. On ne va pas faire que ça. Donc on va laisser augmenter, on verra. Par contre, les chiffres qui nous sont donnés, je crois que je les ai dit, c'est 1100 habitants de plus jusqu'en 2040. C'est-à-dire qu'on est une commune qui atteindra à peu près 4500 habitants, pas tout à fait, quoi. Voilà. Bon, allez, question suivante. C'est la théorie, hein. Monsieur, vous avez une question à poser? À qui alors? Isabelle Chauvin, Philippe Brett. Il en faut aussi des questions pour les deux autres là. Pour l'instant, il n'y a qu'Isabelle Chauvin. Oui. Oui, bonsoir. Donc, Madame Chauvin, j'ai 3 interrogations. La première, que signifie zone sensible? On a vu 4 petits ronds. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie façade aussi? Et troisième chose, vous avez souligné le fait qu'il y avait une grosse différence sur la centre-ville. On a beaucoup de petites surfaces et de très grandes surfaces. Est-ce que les petites surfaces sont dues à des subdivisions de grandes maisons auparavant? Allez, réponse aux 3 questions. Zone sensible, oui. Façade et surface. Oui. Surface, c'est indéniable, c'est des recompositions de grandes maisons qui ont été redécoupées sur le bâti ancien. C'est vrai que j'ai parlé de logements vacants. Là, c'est vraiment le repérage que l'on a pu faire en marchant dans les rues de Gimont. Et on a pu, logement par logement, pointer les logements vacants, les biens dégradés et où il y aurait des interventions à faire sur les façades
pour qu'il y ait une meilleure harmonisation sur le territoire et dans les rues. Donc en fait, on a mis en place et on a proposé, quand on a rendu ce diagnostic, des zones sensibles. C'est des zones où il y a une certaine concentration de ces différents enjeux, en tout cas, et constats qu'on a pu faire sur la commune. Donc c'est dans la deuxième phase qu'on va pouvoir travailler avec la commune pour voir s'il y a des actions à mettre en place spécifiques, comme par exemple, tout à l'heure vous en avez parlé, une opération façade peut-être sur une rue principale ou un choix en tout cas pour embellir et améliorer et valoriser le patrimoine existant sur les façades et peut-être des interventions plus spécifiques sur des zones pour aller reprendre du logement vacant pour le remettre en location sur la commune. Oui. Oui. Un emplacement de ma maison. Je suis d'accord, c'est pas très joli, c'est du crépi, la peinture est un peu passée. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Je sais que M. Lenné, qui est mon voisin, avait lui tenté de laisser découvrir les briques, les poutres qu'il y avait auparavant, mais on lui a demandé d'arrêter de regarder ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, moi, sur ma façade? Aujourd'hui, quelle démarche je fais? Est-ce que je vais voir la mairie juste pour redonner un coup de neuf, ou on enlève le crépi qui empêche de respirer la maison et on laisse apparaître peut-être des briques ou autre chose, je ne sais pas. C'est Philippe Brett qui va vous répondre. Alors, déjà, bon, je ne vais pas vous répondre sur votre façade, je ne la connais pas, mais effectivement, il y a un minimum de sondage à faire pour voir ce qu'il y a dessous. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des façades qui ne sont pas monumentales, d'églises, de grands bâtiments, etc., qu'ils soient en briques, en pan de bois ou en moellon, c'est-à-dire pas en pierre de taille, en pierre amassée, ces façades-là doivent être enduites. Elles ne sont pas prévues constructivement pour être laissées nues. C'est un fantasme, c'est le syndrome Walt Disney depuis les années 60 de vouloir gratusser la moindre façade pour faire apparaître le matériau. Il y a des systèmes constructifs et la plupart dans le GERS des systèmes constructifs ne sont pas prévus pour être mis à nu. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre des enduits en ciment, tout simplement parce que le ciment est étanche. Il y a de l'argile dedans, c'est étanche, et toute l'humidité qui est naturellement contenue dans le mur parce qu'il n'y a pas d'arras étanche au sol ne peut pas s'évaporer. Alors, vous imaginez, d'un côté il y a l'enduit ciment, à l'intérieur, à la cuisine, on a fait le carrelage, etc. Et l'humidité qui s'évaporait naturellement ne peut plus. Donc, très techniquement, ce qu'il faut faire, c'est curer le ciment, au moins sur la partie basse, si vous pouvez sur l'ensemble de la façade, et refaire un enduit à la chaux. Sur le bâti ancien, c'est indispensable tout simplement parce que la chaux interdit à l'eau sous forme liquide de rentrer, mais permet à l'eau sous forme de vapeur de sortir, chose que ne permet pas le ciment. Enduire en ciment, c'est sur un bâti récent, à partir du moment où il y a une rase étanche au sol, il n'y a pas de problème majeur. Par contre, sur tout le bâti ancien, c'est une hérésie complète. Mais par contre, gratusser les façades pour rendre les matériaux apparents, c'est aussi une hérésie. Merci Philippe Brett. Avant d'enchaîner avec d'autres questions, j'aurais passé la parole à Laurent Justo-Guiluit, c'est ça? Vous êtes tous les deux installés à Gimont depuis très peu de temps. Vous êtes en train de... 2 mois, c'est ça? 2 ans, oui, c'est un peu plus... Ouais. C'est récent quand même, 2 ans, on est bien d'accord. Hein? Vous êtes installés donc à Gimont depuis 2 ans. Rue Nationale, vous avez racheté une maison où vous allez faire des chambres d'hôtes, c'est ça? Question toute bête, pourquoi Gimont? Vous allez me dire pourquoi pas? Bonsoir tout le monde. Alors c'est très simple, on avait un objectif, on voulait quitter le Tarn-et-Garonne. Donc on a recherché dans le périmètre de 40 minutes autour de Toulouse une gare, un accès assez rapide à Toulouse, sans péage, parce que c'est le dernier accès à Toulouse sans péage. Des commerces, et puis surtout, ce qui nous a surtout plu, c'est toute la vie qu'il y avait autour du village. On était dans un village auparavant où il y avait 4000 habitants, mais comparé à Gimont, c'est sans aucune mesure. Voilà, donc en partie, c'était ça. On a trouvé le bien, justement. Les personnes qui nous ont vendu la maison sont en face. Juste.
C'est ça, et eux, ils ont déménagé au-dessus. Voilà, après on a trouvé... C'est un choix que vous ne regrettez pas du tout, vous êtes content, ouais. Non, pour l'instant, bon après, ce qu'on veut y faire, forcément, ça sera un peu coûteux, donc bon après on va s'en donner un peu les moyens, mais voilà. Ben, on les applaudit, on les félicite d'avoir choisi Gimont. Et puis donc, si on a des recommandations à faire, vous aurez donc des chambres d'hôtes d'ici peu de temps à mettre à disposition. Y a-t-il des questions? Moi, je suis désolé qu'il n'y ait pas de questions. Il n'y a pas une seule question pour Anaïs Comet. Personne n'a de questions sur l'histoire? Ah, il y en a une. Encore vous, monsieur, vous êtes abonné. Allez-y. Ouais. On m'avait dit au départ que sur la création de Gimont, les terrains étaient offerts aux personnes qui s'installaient et qu'il y avait une double règle. La première, c'était la largeur de la maison, c'était une poutre, et la longueur, c'était 2 poutres. Ça, c'est intéressant. Anaïs Comet. C'est exact en partie. En fait, on n'a pas un texte qui précise ça pour chaque maison, pour chaque bastide, pardon. Mais sur Gimont, on a une information intéressante quand même dans, je ne sais plus si c'est dans le paréage ou dans les chartes de coutume, mais bon, ça se joue à 10 ans près. On a les dimensions effectivement des parcelles qui sont de 4 stades sur 12, je crois. Donc on a la proportion, parce qu'en fait on ne sait pas exactement à combien de mètres ça correspond. Bon, évidemment, si on faisait une étude précise du bâti de Gimont, on arriverait à retrouver, je pense, des limites parcellaires médiévales et donc à retrouver exactement. Donc on a ce ratio-là de 4 sur 12. Et la largeur, effectivement, généralement sur les maisons médiévales, correspond à une largeur approximative des poutres qui permettent la construction. Après, ça c'est la dimension des parcelles, ça ne dit pas la dimension de la maison sur la parcelle. Là c'est pareil, en fait, dans les différentes bastides qui ont pu être étudiées, dans tout le sud-ouest, on n'a pas toujours la même implantation sur la parcelle. Parfois l'ensemble de la parcelle est bâti dès l'origine. Parfois, on a un bâtiment sur rue, une cour et un autre bâtiment sur l'arrière de la parcelle. Parfois, on a même des parcelles bâties uniquement en arrière de la rue avec un espace vacant sur le devant dont on ne sait pas trop quoi faire, d'ailleurs, nous, historiens, aujourd'hui. Donc, il y a tout un tas de cas de figure. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de la question, mais... D'autres questions? Une question. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt un complément, voilà, un commentaire que je voudrais faire par rapport à ce qu'a dit effectivement Madame Comet. Vous avez dit ce qui est pour moi une pépite, enfin pour vous, c'est la trame urbaine et le parcellaire. Et effectivement, je vous rejoins et on a observé avec nos étudiants que cette trame urbaine avait été reprise dans les premiers faubourgs. Et ils nous ont interrogés sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué après dans les différentes extensions et comment aujourd'hui, vous en tant qu'historienne, vous voyez cet étalement et qu'est-ce qui pourrait, on va dire, être une densité désirable, parce qu'effectivement, c'est une pépite dans le sens où cette densité, elle permet aussi d'avoir des creux, d'avoir des jardins, et on le voit bien quand on observe Gimont des alentours. En fait, on a l'impression que Gimont est sur un écrin de verdure, qu'il y a des arbres partout. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on s'en approche, le décor change. Tout à fait. Anaïs Comet. Effectivement, je vais commencer par la fin de la question. Plus on s'en approche, plus on est dans l'urbain, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le fait qu'il y a eu un certain nombre de destructions dans cette trame urbaine historique, pour diverses raisons. Aujourd'hui, on a quelques dents creuses. Et en fait, ces dents creuses, il faut aussi s'interroger sur l'habitabilité de demain des bastides et peut-être les penser plus comme des îlots de fraîcheur que de la redensification. Mais là, je sors complètement de mes compétences. Pour répondre sur les différentes extensions, effectivement, je n'ai pas eu le temps de développer ça tout à l'heure, mais je l'avais bien en tête. Effectivement, autour d'une bastide, en fait, on s'étend au départ en gardant cette idée d'îlot. Parce qu'en fait, quand on lotit au Moyen-Âge, au XIIIe ou au XIVe siècle, le territoire d'une bastide, on lotit la partie urbaine, qui va être bâtie, mais on lotit aussi le terroir autour, en fait, où les habitants vont vraiment cultiver la terre, en fait. Donc on suit, en fait, un lotissement qui est de fait existant depuis le XIIIe siècle dans les abords immédiats de la bastide. Et ensuite, sur Gimont, c'est très très clair, en fait, jusqu'au plan que je vous ai montré, 1833, on n'est quasiment pas sorti des limites médiévales. Hein.
On est resté vraiment dans ces limites 13e, 14e. Ensuite, on s'étend où? On s'étend le long de la route, puisque effectivement, on a un premier déplacement de la route de la rue nationale vers le boulevard du Nord. Et là, on a tout un linéaire de maisons mitoyennes. Et c'est seulement en fait à partir des années 50, 60 qu'on va s'étaler sur tous les versants sud, au nord de la Bastide, à l'est, et ainsi de suite. Et que là, en fait, on multiplie par 3 ou 4 la surface en 70 ans. Et ça interroge beaucoup. Ça n'a pas bougé pendant 700 ans, quasiment. Et en 70 ans, on a explosé ça. Et aujourd'hui, on est obligé de revenir là-dessus, et peut-être heureusement. Philippe Brett, et ensuite on écoutera vous avez parlé de l'îlot de fraîcheur, on fera la transition avec Alexis Champoiseau pour parler d'un sujet qui est connexe à ce qu'on vient d'aborder, Franck, c'est le permis de végétaliser mis en place par la municipalité. Philippe Brett. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que dit Anaïs. L'importance, effectivement, cette trame, c'est effectivement l'histoire de Gimont. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des maisons du XIIIe siècle, je ne sais même pas s'il y en a encore à Gimont. Toutes les maisons se sont reconstruites et la plupart des maisons qu'on voit sur cette trame-là, qui ont respecté ces règles d'implantation, de mitoyenneté, d'alignement, la plupart sont des maisons qui ont dû être refaites jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et l'enjeu, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que c'est effectivement, ça fait patrimoine parce qu'on l'a assimilé comme le visage historique de Gimont, mais tout l'enjeu, c'est comment on continue à faire vivre et à faire évoluer ce visage-là sans le dénaturer, et déjà en respectant ne serait-ce que les règles d'implantation, il y a 80% du travail qui est fait. Même si on évolue dans la taille des fenêtres, des tas de choses qui correspondront à l'habitabilité qui est demandée aujourd'hui. Oui, Anaïs, oui. Tout petit complément, je te rejoins effectivement, je ne suis pas sûre qu'on trouve une maison du XIIIe siècle à Gimont. Par contre, je reste convaincue que sur certains îlots, on a un parcellaire qui est vraiment hérité du XIIIe ou du début du XIVe siècle, et que si on accède aux murs mitoyens, là on a sans doute des vestiges médiévaux. Parce que si le parcellaire a perduré, c'est aussi parce qu'en fait, on reconstruit une maison, mais on ne reconstruit pas forcément celle d'à côté en même temps, donc on ne bouge pas forcément la limite mitoyenne. Allez, Alexis Champoiseau, pour nous parler du permis de végétaliser mis en place par la ville de Gimont. Merci, bonsoir tout le monde, et merci pour l'organisation de ce débat. Vous pouvez le voir, là, il y a un petit guide pratique qui a été fait et qui sera mis en ligne, je pense, sur le site de la mairie. L'idée du permis de végétaliser, déjà à la base, c'est que, notamment dans le bourg de Gimont, quand on est propriétaire et qu'on sort de chez soi, on se retrouve dans le domaine public. Donc théoriquement, on ne peut pas mettre un pot de fleurs, par exemple. C'est une utilisation abusive, illégale du domaine public. Donc l'idée du permis de végétaliser est justement l'occasion d'avoir le droit de végétaliser la rue devant chez soi, qui est donc du domaine public. Donc la commission environnement a mis en place ce permis de végétaliser sur une simple demande. Vous voyez le formulaire qui est au milieu là, qui est visible, qui sera donc téléchargeable sur le site de la mairie. J'en ai quelques exemplaires s'il y en a qui le souhaitent. Donc c'est un permis qui va se demander sur 2 mois, tout le mois de novembre et de décembre. Et chaque année, on remettra la possibilité de faire la demande. C'est un permis qui sera valable sur 3 ans. Il faut être propriétaire. Ou si on est locataire, il faut avoir l'autorisation du propriétaire pour végétaliser. Et après la demande est étudiée au niveau de la commission environnement, avec notamment les services techniques de la municipalité. Grosso modo, il y a 2 façons de faire. Soit vous mettez des pots, soit on vient faire un petit trou pour planter quelque chose. On plante ce qu'on veut ou il y a une sélection de plantes? Alors il y a une sélection, il y a une charte déjà. Donc je vous parlais de pots, il y a différentes couleurs, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Et au niveau des plantes, il y a une présélection de plantes autorisées. Charge à la personne qui fait la demande et qui obtient l'autorisation du permis de construire, de végétaliser. Je suis un peu dedans en ce moment. Charge à la personne de s'occuper du végétal, donc l'arroser, le tailler, etc., ramasser les feuilles. Et donc le permis est valable 3 ans. La mairie se donne le droit de retirer l'autorisation s'il n'y a pas effectivement d'entretien et si ça enlaidit plutôt que ça embellit. Voilà, l'idée c'est essentiellement de pouvoir embellir la ville, mais aussi de permettre quelques petits îlots de fraîcheur, d'où le lien avec ça tout à l'heure, de permettre aussi un peu de biodiversité.
voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc si vous avez des questions sur la suite, je peux être disponible pour en parler. Oui, oui, tout à fait, autour du verre de l'amitié. Tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce qu'on a étanché votre soif de connaissances sur l'habitat, le logement, l'urbanisme? On est bon? Alors, Franck, on va quand même rappeler une petite chose, si vous permettez, avant. C'est cette exposition qu'il faut absolument que vous voyez, qui a été faite par les élèves de 3e année de l'école d'architecture de Toulouse. Franck y faisait référence tout à l'heure. Ils ont imaginé, j'ai presque envie de dire, rêvé un peu à ce à quoi Gimont pourrait ressembler. Il y a un travail absolument extraordinaire et intéressant à savoir que demain, la ville va faire partager ses ambitions avec les élèves des écoles élémentaires et du collège qui vont visiter cette exposition et échanger avec les architectes. C'est intéressant. Et puis, si vous voulez revenir tranquillement ou avec des amis, sachez que c'est ouvert au public samedi à partir de 10h du matin jusqu'à 17h. Il faut absolument voir cette expo. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'en ai fini. Et je passe la parole à Franck pour le petit mot de conclusion. Pour la conclusion, merci Jean-Christophe. Oui, cette exposition des jeunes architectes est juste, je trouve, remarquable. Moi, je vous félicite, l'école d'architecture. J'ai pas le souvenir d'avoir bossé autant que vous à l'époque où j'y étais. Voilà. D'abord, on commençait à la Toussaint et on finissait au mois de fin avril. Voilà. Bon, mais je pense que là, il commence dès le 1er septembre et il finissent le 30 juin. Bon, bref, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans vos missions et dans vos métiers. On l'a vu, c'est un atelier. Alors, il prend le terme atelier, c'est vraiment, il est posé, car on est là pour discuter. C'est dommage qu'on ait manqué un peu de monde. Bon, alors ça s'arrête ce soir, l'atelier. Par contre, on est, nous, en commune, toujours disponibles pour répondre. Hein, si vous avez des questions suite à vos réflexions dans le week-end ou autre, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer des mails. Hein, on sera là pour vous répondre. Vous avez compris les enjeux. Ils sont quand même assez multiples. Hein, je ne vais pas les rappeler, mais on a bossé avec les experts toutes les problématiques, les enjeux que l'on va rencontrer, sur lesquels on va devoir réfléchir et faire des choix. C'est aussi avec vous, et c'est pour ça qu'on a voulu ce format où on a des personnes compétentes, on a un animateur remarquable, parce que parler pour parler, c'est bien, mais il faut poser les bonnes questions et vous interroger. Donc voilà le format qu'on souhaite vous proposer sur on va dire, pour l'année 2025. Il y aura, là peut-être on va laisser passer les fêtes, puis on se retrouvera éventuellement en début d'année pour un autre sujet. Ce sera peut-être la sécurité, hein, j'ai ça en tête, la sécurité, accompagner des gens de la gendarmerie pour vous informer du niveau d'incivilité qu'il peut y avoir, de délit qu'il peut y avoir sur la commune, parce que ça permet aussi de mettre les choses à plat, de dire la vérité sur les choses, et d'éviter des fois des colportages et d'écouter des colportages qui sont juste, qui ne sont pas le reflet de la réalité. Donc j'y tiens parce que je veux ça aussi dans un souci d'accompagnement de ma population, de notre population, de rassurer, d'informer, justement, en totale transparence. Donc, j'espère que vous avez passé du bon temps, un bon moment avec nous. N'hésitez pas à le dire à vos amis, famille, que vous avez passé peut-être un bon moment. Enfin, j'espère. Les jeunes Gimontois avec vos gîtes, n'hésitez pas, et vous serez bien évidemment aidés par le dispositif qu'a présenté Isabelle, donc n'hésitez pas à le solliciter. C'est peut-être un peu tôt parce qu'on n'a pas encore les conclusions. Michel, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça intéressant. Tu vois, les chiffres, tu as relevé les chiffres, ils sont intéressants, on les publiera. Voilà, parce qu'il n'est pas question que se garde ça mairie, c'est ridicule. C'est parce que c'est pour le bien de toute la collectivité, c'est la transparence et c'est les chiffres. Voilà, c'est les pourcentages et c'est la réalité de notre population. Et ça, il faut être conscient de ça, quoi. Hein. Donc voilà, je vous remercie de vos écoutes. Je vous remercie d'être aussi attentifs. Merci nos amis les experts qui ont présenté ça. Ils ont respecté le timing.
Je remercierai la collectivité, les agents de la collectivité, le personnel qui a aménagé cette salle de façon remarquable. Ils ont passé la journée, donc ils nous ont prévu aussi un buffet que l'on prendra dans une autre salle avant d'aller déambuler, avant d'aller jusqu'à la salle du pot, avec il y aura quelques petites gourmandises, on va dire, salées surtout, puisqu'il est l'heure de l'apéritif. N'hésitez pas à déambuler, de vous balader. L'immeuble est à nous pour les 3 jours, jusqu'à samedi soir. On a la responsabilité, on a les clés, ce sera ouvert. N'hésitez pas à venir parcourir ce lieu et, encore une fois, admirer l'exposition des jeunes architectes. Je vous remercie beaucoup à tout le monde et vous souhaite une bonne soirée.